On s'est arrêté au moment où vous nous racontiez que vous avez fait ce BTS de communication, ça? Ouais, qui est en alternance. Donc qui permet de bosser. Parce que moi, je travaille depuis que j'ai 15-16 ans. Bon, c'est pas bien, hein, mais je travaillais dans une boîte de nuit. Au début, j'étais un peu l'homme à tout faire de la boîte. Je faisais le ménage, je mixais un peu. J'ai même fait la porte. Pas parce que je suis particulièrement balèze, mais parce que j'ai une mémoire des visages. Puis après, j'ai vendu des chaussures, j'ai fait plein de trucs. Et vous partez à Nantes? Ouais, je pars à Nantes, donc avec ce petit mytho de je vais faire ma licence de communication. Mais j'avais aussi un pote qui avait donc lancé un comedy club à Nantes, dans la cave d'un bar, une 50aine de places, un truc. Il y a une petite scène, chacun boit son verre et tu viens raconter tes vannes. Ce pote-là, qui s'appelle Omar, qui m'avait dit, écoute, je sais que t'écris, je sais que t'aimes ça, viens voir. Et c'est la première fois de votre vie? Première fois de ma vie que je prends la parole sur scène. Vous vous rappelez d'état d'esprit la première fois? Un mélange de pourquoi je m'inflige ça. Personne n'est venu me chercher. Personne m'a mis un canon sur la tempe et m'a dit vas-y. Sauf que ça se passe bien. Et ça se passe très bien. J'ai des super sensations, je me sens à l'aise. Et je me dis bon, bah là j'ai ce truc-là, je peux le faire toutes les semaines. J'ai les études à côté qui commencent sérieusement à m'emmerder. Parce que j'écoutais plus. C'est plus qu'à ça, là. Ouais, j'étais parti, quoi. J'apprends sur le tas, quoi. Parce qu'on n'était que des débutants. On était 7-8, avec zéro connaissance du milieu. On savait pas. Juste, on avait vu faire à la télé. On dit, on va faire pareil. Et en fait, on est passé de 20-30 personnes dans la salle à 180 personnes qui se mettaient dans les escaliers pour essayer de voir, qui attendaient dehors qu'il y ait une place qui se libère et tout. Là, vous arrêtez la fac? Ouais, je me barre au bout de 3 mois. Et vous le dites tout de suite aux parents? Non. Non, je dis rien, mais je dis pas que je continue, je dis rien. Et il va y avoir un festival? Exactement. Qui s'appelle l'Humour en Capitale. C'était le festival d'humour de Paris, en fait. Et j'y vais, je fais demi-finale, finale, et je gagne. C'est présenté par Laurent Ruquier, la finale, qui me dit, bah, j'ai lancé une émission qui s'appelle On ne demande qu'à en rire. Est-ce que tu veux la faire? Sachant que moi, j'avais déjà envoyé une vidéo pour On ne demande qu'à en rire, elle m'avait dit non. J'ai dit, bah, parle avec ton équipe. Il propose de participer à l'émission, mais vous aviez déjà tenté. J'avais déjà tenté, et il m'a dit non. Et là, vous n'avez pas peur d'être jugé à la télévision? Ah, si. Alors, plus je l'ai fait, plus j'ai eu peur. C'est-à-dire que quand tu le fais au début, bon, et puis plus ça avance, plus tu te dis, ah là, on m'attend. Là, il va falloir que je fasse quelque chose. Et puis, je découvre la télé. C'est-à-dire dans ses mauvais côtés. Je me fais pas mal censurer parce que je commençais déjà cet humour un peu sociétal, etc. Où dès que je cite un nom de politique, par exemple, on coupe. Je me fais même censurer un sketch entier. Comment vous le vivez à ce moment-là? Ah bah c'est des trahisons parce que moi je suis un peu naïf. À cette époque-là, je vois des gens dans les coulisses qui font des sourires, qui tout va bien, puis qui t'appellent la veille et qui disent en fait on a supprimé ton sketch. Et pourquoi? L'émission était trop longue. Sans te donner vraiment de trucs, en te prévenant la veille, toi t'as appelé ta famille demain, direct. En fait, non, que dalle. C'est une expérience mitigée, bien dans le sens où je me suis fait connaître au départ avec ça. Du coup, vous remplissez des salles? Mais oui, ça aide forcément. Ça a fait venir 30-40 personnes dans la salle où t'es. Mais à ce moment-là, t'es le roi du monde. Quand il y a 30 ou 40 personnes dans une salle et que tu démarres, et que c'est à Paris en plus. Parce qu'à la base, je jouais dans une pizzeria, moi, à Paris. Je jouais au-dessus d'une pizzeria dans un truc. Et puis après, j'ai fait des plus petites salles, mais des vraies salles. Le Jamel Comedy Club, c'est, j'imagine, à l'époque, le Graal pour tout humoriste. Ouais. Et c'est compliqué d'y rentrer. Et vous pouvez nous expliquer comment vous présentez là-bas? Escroquerie. C'est qu'en fait, je joue donc au Pranzo, la pizzeria, là, qui est juste en face du Comedy Club. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je venais jouer, je voyais les affiches à l'époque. Il y avait Thomas Njijol, Fabrice Eboué, etc. C'était l'émission qu'on avait vue à la télé qui nous donnait un peu l'illusion de croire que nous aussi on peut. Je sais que le mardi, il y a des scènes ouvertes, mais c'est sur inscription, il faut savoir, il y a quelqu'un qui gère un peu le casting de tout ça. Et moi, je vais voir et je fais la même chose que je faisais quand je voulais rentrer en boîte, c'est que je trace. Je dis rien à personne. Et souvent, c'est un peu ça, quand quelqu'un est tellement à l'aise dans un lieu, calcule pas. Il rentre, c'est normal. Bon, évidemment, je me prends une main là, du gars qui me dit, tu vas où? Je dis, ah, mais je savais comment il s'appelait. Ah, Jean-Michel, ben, je t'ai envoyé un mail, tu m'avais dit oui pour aujourd'hui. Et il y a du rush, il y a un truc, il n'a pas le temps de se dire, et puis c'est le mec qui veut bien faire son boulot, donc il se dit, bon, j'ai dû le faire. J'ai dû faire une erreur. J'ai dû faire une connerie, mais je ne veux pas le reconnaître, donc je vais dire oui. Et donc il dit oui, et il me rajoute au crayon,
sur la liste du truc, alors que j'y suis pas Incroyable. du tout. Et il se trouve que ce soir-là où je joue, il y a le frère de Jamel qui est là, qui l'aide dans la production, etc., qui aime bien ce que je fais et qui me dit, bah reviens. On relance la troupe là en septembre. Est-ce que tu veux venir? Je dis, je vais réfléchir. Bien sûr. Je dis oui tout de suite. Et en fait, moi, j'habitais pas à Paris. Donc, parfois, il m'arrivait de dormir un peu dans la loge du Comedy Club. Et en fait, un soir, je dors là-bas et je me réveille le matin et je descends dans la salle du Comedy Club. Il est 9h. Et là, Jamel rentre. Et il me regarde, je suis fou là, toi. Et brrr, je travaille. Je suis venu là pour travailler, tu vois. Donc il se dit, il y a un gars là, j'ai jamais vu un humoriste travailler à 9h du matin dans le théâtre. Lui, il aime ça, il aime cette motivation-là, et il me dit, t'as un spectacle? J'en avais pas encore. J'ai dit oui, c'est beaucoup de mensonges, hein, au début de carrière. Et il me dit, ok, bah, là, il y a des créneaux qui se libèrent, le mardi et le mercredi, bah, c'est toi qui prends la suite. J'écris comme un taré, donc un spectacle très bancal, parce que fait rapide, parce que pas encore moi, je m'étais pas encore trouvé sur scène. J'ai pas encore l'exposition du Jamel Comedy Club. La salle, c'est 120 places, Comedy Club, je joue devant 8 personnes. Et en plus, le truc, c'est que des loges, tu vois la scène, donc tu vois la salle qui se remplit. Je joue à 21h30, à 21h28, il y a 5 personnes. Je dis, bon, il n'y aura pas de miracle, il faut pas... Et vous jouez quand même? Tu joues, t'es obligé de jouer. T'es dégoûté, t'as pas la même énergie que quand la salle est pleine. Donc t'apprends à plus avoir peur des silences, plus avoir peur des bides, plus rien. Et en fait, une fois que tu te retrouves dans une salle pleine, Donc c'est une école. t'es le roi du monde. T'es le roi du monde parce que c'est tellement simple. Je propose qu'on regarde un petit extrait de vous au Jamel Comedy Club. Je crois que c'est le premier passage de Jamel Comedy Je Club. peux te dire. Vous avez le pouvoir, mesdemoiselles, de transformer n'importe quel mec en pigeon et de lui faire dépenser n'importe quoi. Avec des phrases à base de bébé, tu me prêtes ta carte bleue, je vais faire un tour chez Zara. Allez, s'il te plaît. Pose cette poitrine doucement sur le sol. Prends ma carte, le code c'est 2832. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de me transformer. Ouais, ça date. Hein. C'est beau parce que t'es poétique aussi. Ouais, ouais. Je sentais que ça marchait, cette énergie un peu en force. Et tu cries, tu bouges, tu trucs. Parce que t'es pas serein encore. T'es pas serein sur ton texte, t'es pas serein sur ce que tu fais, t'es pas serein sur ce que tu dis. Donc t'en fais 3 tonnes. Et surtout, quand je sortais de scène, je me disais, ouais, ils ont ri, ça applaudit, et ce truc et tout, mais t'es en train de partir sur une piste qui est pas du tout ce que tu veux faire. C'est une sorte de dilemme intérieur, parce qu'au fond, vous avez du succès avec des textes que vous n'avez pas, enfin, que vous décidez d'auto-censurer, finalement, vous décidez de pas parler des vrais sujets. Vous avez des succès, et là, vous dites, mais moi, je veux avoir du succès avec autre chose. Du coup, tu prends aucun plaisir, alors que ça marche. C'est ça qui est fou, c'est que ça marche, les salles commencent à se remplir. Quand j'ai regardé les Dave Chappelle et George Carlin, c'est ça que je voulais faire, moi.